Probablement la plus grosse trouille que j'ai jamais eue. J'avais genre 17-18 ans, et je faisais ce que la plupart des jeunes font de mon âge, essayer de faire la fête autant que possible. Ce soir-là, on buvait chez la demi-sœur d'un pote. Elle avait environ 20 ans et vivait dans une maison que sa mère possédait. On buvait, on traînait et on passait un bon moment quoi. Tôt dans la soirée, elle et quelqu'un d'autre ont mentionné comme ça que les gens disaient que la maison était hantée. Je me souviens avoir rigolé parce que ça c'est le genre de truc auquel je ne crois pas du tout. Moi je suis plutôt cartésien. Quelqu'un a dit que son colocataire ou un pote, je sais plus trop, avait vécu quelque chose là-bas. Je n'ai pas du tout pris ça au sérieux et je me souviens même avoir fait genre « Ah ouais, ok ». Moi, je suis pas du genre à vouloir vexer qui que ce soit, donc à chacun ses croyances. Moi, ça me passait carrément au-dessus. À un moment donné, je me suis endormie sur un canapé. Je me suis réveillée au milieu de la nuit, dans le flou. Je n'avais aucun souvenir d'être allée me coucher. Évidemment, j'avais trop bu. Bref, je me suis assis et j'étais face à la porte-fenêtre qui donnait sur le jardin. Et là, il y avait un petit chat, assis dehors, qui regardait à l'intérieur de la maison. Je me souviens avoir pensé que c'était bizarre la façon dont il me regardait, mais je n'y ai pas plus prêté attention. J'essayais de me repérer, de chercher mes affaires, et en commençant à bouger, j'ai remarqué que le chat était complètement fixé sur quelque chose à l'intérieur de la maison. En fait, il ne me regardait pas du tout. C'est là que ça a commencé à devenir bizarre. Normalement, si tu bouges, un chat suit généralement ce qui bouge. J'ai fait un signe de la main, rien. Le chat n'a pas réagi. J'ai même cru que c'était une statue jusqu'à ce que je comprenne qu'il ne me fixait pas moi personnellement, mais quelque chose derrière moi. Je dormais dans un genre de bureau qui était une sorte d'extension de la maison, attenant au salon. Et le chat fixait cette zone. Derrière, là où j'étais assis. C'est là que j'ai vraiment commencé à me sentir mal à l'aise. À peu près au même moment, j'ai commencé à entendre des bruits dans la maison. Des bruits au niveau de la cuisine, des petits mouvements, des trucs qui bougeaient. Je n'arrêtais pas de me dire que c'était juste la maison qui vivait, voire que c'était un de mes potes qui prenait un truc à bouffer. Mais le sentiment n'arrêtait pas de grandir. Vous savez, ce genre de sixième sens où on sait qu'il y a un truc qui va pas, on sait pas quoi, on sait pas l'expliquer, mais on le sait, on le sent. J'avais cette sensation écrasante que quelque chose d'étrange se déplaçait dans la maison. Pas seulement des bruits, quelque chose bougeait autour de moi. Je me sentais sobre à ce moment-là, complètement alerte. Pourtant, j'étais genre incapable de bouger, tellement j'avais peur. Tout ce que je voulais, c'était aller dans la pièce d'à côté où mon pote Steven dormait et le réveiller. La pièce était peut-être à 5 mètres, mais ça me paraissait extrêmement loin. Il m'a fallu prendre mon courage à deux mains. Et j'ai finalement couru dans la pièce, je me suis couchée à côté de lui et je l'ai secoué pour le réveiller. Il était un peu énervé au début, normal, je me dis maintenant. Et j'ai dit, Steven, il y a un truc qui cloche mec, il se passe quelque chose dans cette maison. Pile au moment où j'ai fini de dire ça, toute l'électricité s'est coupée. Le ventilateur du plafond s'est arrêté, l'écran de l'ordinateur s'est éteint. On pouvait entendre comme un bourdonnement audible qui diminuait alors que tout dans la maison perdait de l'énergie en même temps. Le frigo, les petites lumières des autres appareils, tout, c'était dingue. Quand je dis que l'électricité s'est coupée après que j'ai fini ma phrase, je n'exagère pas. Le timing était tellement dingue que mon pote m'a regardé et a commencé à flipper. Ses yeux se sont écarquillés. Il était grave en stress car lui croit énormément au paranormal. On s'est figé sur place et on a attendu. Finalement, le courant est revenu, mais je n'ai pas réussi à retrouver le sommeil et mon pote non plus. Quoi que ce soit, cette nuit m'a permis d'avoir l'esprit un peu plus ouvert et depuis, je considère les phénomènes paranormaux comme quelque chose de possible. Il se souvenait de ma mort. Il s'est réveillé comme un matin normal. Pas de sursaut, pas de cauchemar, juste cette seconde étrange où il m'a regardé comme si quelque chose n'allait pas. Il est allé dans la salle de bain, je l'entendais bouger, l'eau couler et faire tout ce qu'il avait à faire, puis plus rien. Quand il est revenu, son visage avait changé. Pas de panique, plutôt une certitude froide. Il m'a demandé depuis combien de temps on vivait ensemble. Je lui ai répondu, un peu surprise. Il a hoché la tête, lentement. Je voyais qu'il cherchait quelque chose. Je voyais qu'il réfléchissait vraiment profondément. Je voyais que quelque chose le perturbait. Puis, il a dit une phrase que je n'oublierai jamais. C'est bizarre, parce que dans mes souvenirs, tu es morte. Alors là, un silence de plomb est tombé dans la pièce. Je n'ai pas su quoi répondre. Je suis restée bouche bée, choquée. Je l'ai regardé. Il a commencé à expliquer, d'une voix posée, structurée, comme s'il racontait un fait banal. Dans sa mémoire, je vivais seule, avant notre relation, dans un appartement en sous-sol. Il se souvenait du propriétaire, du quartier, des voisins, et il se souvenait de l'appel de son père. Il se souvenait qu'on lui avait dit que j'avais été retrouvée morte dans mon lit. Et surtout, il se souvenait avoir pleuré toutes les larmes de son corps. Je lui ai dit que ce n'était pas possible, que je n'avais jamais vécu là-bas, et que, évidemment, je n'étais pas morte. Il m'a regardé longtemps, puis il a répondu « Je sais, mais ce souvenir est plus réel que tout ce que je vis là, maintenant. » Il a quand même douté. Ensuite, il a cherché des incohérences. Il a essayé de rire, mais quelque chose ne collait pas. Les détails étaient trop précis, les émotions trop intactes.
comme si ce souvenir n'avait pas été imaginé, mais retrouvé. Ce qui m'a le plus terrifié, ce n'est pas l'idée qu'il se souvienne de ma mort, mais la façon dont il m'a regardé après. Pas comme quelqu'un qui a eu tort, mais comme quelqu'un qui se demande s'il n'est pas dans la mauvaise version de la réalité. Depuis ce jour, il ne parle plus de cette histoire, mais parfois quand il me regarde sans raison, j'ai l'impression qu'il essaye de vérifier quelque chose, comme s'il attendait que je fasse un faux pas ou que je disparaisse. Comme si, quelque part, il savait déjà comment cette histoire est censée se terminer. Alors, je vous préviens, cette dernière histoire est un petit peu longue, donc j'espère que vous êtes bien installés, vous avez de quoi boire et grignoter, et c'est parti. Bonjour à tous, je m'appelle Maxime, j'ai 21 ans à l'écriture de ce témoignage et c'est mon tout premier post Reddit. J'ai longuement hésité à partager un peu de mon vécu ici étant donné que je ne suis pas du genre à écrire ma vie et surtout par peur de ne pas être pris au sérieux. Petit contexte, je vis depuis toujours dans un petit village en Auvergne comptant une centaine d'habitants. Dans mon village se trouve une très ancienne maison qui, dans mes souvenirs, a toujours été abandonnée. Elle se situe dans le centre du village sur la route principale, se compose d'un étage et d'un grenier. Toutes les fenêtres ont été bloquées et la porte d'entrée est barricadée de l'intérieur. À son extrémité, il y avait une sorte de porte de grange à 2 battants qui, à l'époque, était également barricadée de l'intérieur. Je me suis d'ailleurs souvent demandé qui avait fait ça. Vers l'âge de 12 ans environ, avec mon meilleur ami, qui habitait à seulement 50 mètres de cette fameuse maison, notre curiosité enfantine nous a poussé à forcer le battant de la porte afin de pouvoir pénétrer dans cette maison qui nous intriguait depuis notre plus tendre enfance. Nous voici donc en 2012. Mon meilleur ami et moi-même rentrons du collège en bus. Comme tous les soirs de la semaine à une différence près, ce soir-là, nous avions décidé d'explorer ce mystérieux bâtiment. On attend donc que les autres enfants du village rentrent dans leurs maisons respectives, que la rue soit dégagée, puis on a passé environ un petit quart d'heure à débloquer la porte. Mission réussie, on arrive à se faufiler dans la maison. Armés d'une lampe torche, nous commençons notre exploration. Derrière la grande porte de grange, nous nous retrouvons dans une grande pièce d'environ 50 mètres carrés, remplie de terre, de poussière et de pièces en bois en tout genre. L'excitation de l'exploration s'empare de nous, mais très vite un malaise s'installe. Un genre de mauvais pressentiment, une sensation de mal-être. Nous décidons quand même de traverser la pièce pour explorer le reste de la demeure. Une fois arrivés dans la deuxième pièce de la maison, là où se trouve la porte d'entrée principale de l'époque qui était tellement bien barricadée que nous n'avions pas pu l'ouvrir, nous nous retrouvons face à l'escalier reliant le rez-de-chaussée à l'étage. Lors de la découverte de ce même escalier, un frisson parcourut tout mon corps. L'escalier en bois était très vieux, très poussiéreux, sans aucune rampe et surtout il était penché sur le côté droit sur une bonne dizaine de centimètres. Je ne saurais vous décrire comment, mais cet escalier m'a vraiment donné un mauvais ressenti. Après quelques minutes d'hésitation, nous décidons tout de même de le gravir. Qu'est-ce qu'on peut être insouciant et con à cet âge-là ? Une fois à l'étage, nous arrivons dans un petit couloir donnant sur 2 nouvelles pièces. Un peu hésitant, nous nous engageons dans ce couloir pour atteindre la première pièce, marchant sur un misérable plancher qui n'avait rien de rassurant. Cette pièce était composée uniquement d'un gros lit, style ancien lit d'hôpital en acier, se situant sur notre gauche par rapport à l'entrée de la chambre. Nous nous dirigeons ensuite dans la prochaine pièce, se trouvant au fond du couloir, et finalement au-dessus de la pièce par laquelle nous sommes entrés avec la grande porte que nous avons forcée. Celle-ci avait une grande armoire en chêne massif sur notre gauche, et tout au fond à droite se trouvait un genre de coffre en bois qui a tout de suite attiré notre attention. Je commence à m'approcher de ce coffre, quand tout à coup, grosse frayeur, le plancher sous un de mes pieds s'est rompu. Là, mon cœur a dû cesser de battre pendant plusieurs minutes tellement j'ai eu peur de passer au travers et de faire une chute libre. Heureusement, je n'ai eu que la cheville de coincée à ce moment-là. Mon ami s'est précipité pour m'aider à retirer mon pied du trou du plancher. Nous n'y avons pas pensé sur le moment, mais le fait qu'il s'approche pour m'aider aurait pu aggraver la situation. On a eu de la chance que le plancher ne cède pas complètement sous le poids de nos 2 corps, l'un à côté de l'autre. Suite à cet incident, nous prenons la décision d'arrêter notre exploration ici pour aujourd'hui. Mais quelques semaines plus tard, avec 2 autres amis du village voisin à qui nous avions raconté notre aventure, nous nous sommes remotivés à revenir dans cette maison, mais cette fois-ci équipés de plus de lampes ainsi que de caméscopes qu'on avait récupérés chez nos parents. C'est à ce moment-là que tout a commencé à basculer dans cette satanée maison. En effet, nous sommes rentrés à nouveau dans la première pièce, allumé nos lampes torches respectives et démarré nos caméras. Jusqu'ici, tout va bien. Mais dès lors qu'on a dépassé la porte d'accès à la deuxième pièce, tous nos appareils électroniques se sont comme brouillés. Les lampes ont clignoté 2-3 fois avant de s'éteindre complètement. Les caméras ont eu les écrans grisés avant de s'éteindre à leur tour. Je tiens quand même à préciser que nous avions mis des piles neuves dans les lampes et que les caméras avaient été chargées à 100% juste avant.
À ce moment-là, il nous était impossible de les rallumer malgré nos multiples tentatives. De plus, certains grincements venant également de l'étage où nous étions a suffi à stopper une fois de plus notre exploration. On est donc sorti en courant de la maison et une fois à l'extérieur, tout s'est rallumé en même temps, mais les cartes mémoire de nos différentes caméras avaient été mystérieusement vidées. Impossible de récupérer les vidéos. Après plusieurs dizaines de minutes d'hésitation et de frissons, et comme on est un peu têtu et obstiné, nous avons décidé d'y retourner. Là, les lampes n'ont donné cette fois-ci aucun signe de faiblesse, nous avons donc pu continuer notre visite. Mais arrivé à l'étage, mon sang se glaça. Le lit, que mon meilleur ami et moi avions découvert auparavant, avait complètement changé de place. Il se trouvait désormais tout au fond à droite de la chambre au lieu d'être à gauche comme nous l'avions découvert la première fois. C'en était trop. Nous avons décidé d'abandonner notre exploration pour de bon. Je me suis demandé si quelqu'un venait ici de temps en temps, mais je n'y crois pas trop. Rien dans la maison ne laissait penser que quelqu'un la squattait et si ça avait été le cas, on l'aurait su. C'est l'avantage des petits villages où tout le monde se connaît. C'est sûr et certain qu'un voisin aurait un jour aperçu un sans-abri. Les années passèrent et nous n'avons plus osé y retourner. Seulement, à chaque fois que j'allais chez mon meilleur ami, qui, je le rappelle, habitait à 50 mètres de cette maison, à chaque fois que je passais devant, je sentais une mauvaise énergie me parcourir de haut en bas. Nous sommes en 2016. Je prends désormais mon bus à un autre endroit qu'avant, ce qui m'oblige tous les matins à passer à pied devant cette maison de bonne heure alors qu'il fait toujours nuit. Un matin donc, en allant à mon bus scolaire, étant à peu près à 80 mètres de la fameuse maison, j'aperçois, à la lueur des lampadaires, un homme se tenant face à cette maison. Je me suis arrêtée car je sentais que quelque chose n'était pas normal. Comme je vous l'ai déjà indiqué précédemment, je connais personnellement tous les habitants du village, mais cet homme qui se tenait devant moi à une certaine distance ne me disait vraiment rien et il restait là, planté au milieu du trottoir devant la maison, à me fixer sans bouger d'un poil. Je dis une première fois d'une voix interrogative « Bonjour », mais aucune réponse ni aucune réaction de cet homme. Je réitère donc mon salut d'une voix plus forte tout en avançant de quelques pas en sa direction et à ce moment-là, il avance dans le plus grand des calmes vers la maison, jusqu'à ce que je le voie très clairement traverser le mur et disparaître. J'étais vraiment effrayée et je ne comprenais absolument pas ce qu'il venait de se passer, parce que rien ne pouvait expliquer une telle situation, puisqu'il n'y avait pas de trou dans la maison ni de porte ouverte. On entend souvent dire que quand on observe un esprit, il est soi-disant translucide. Or là, avant de le voir traverser le mur, il me paraissait vraiment physique. Il y avait sur sa peau les reflets des lampadaires, il y avait son ombre sur le sol. Enfin bref, tout portait à croire que c'était une personne vivante. Et pourtant, il a traversé la maison comme si de rien n'était. Faut quand même que je précise que j'ai douté de moi à ce moment-là. Je me suis dit, je suis trop fatiguée, j'ai halluciné, j'ai regardé trop de films d'horreur une fois de plus. J'aurais aimé que cette histoire s'arrête ici. Malheureusement, j'ai pu vivre un dernier événement en lien avec cette maison l'année d'après, et pas des moindres. Toujours en allant prendre mon bus, je croisais désormais un petit chat que je trouvais adorable tous les matins à côté de cette maison. Et ceci pendant environ 2 mois. Je m'étais donc habituée à croiser ce petit chat tous les jours et c'était devenu ma petite dose positive du matin pour me motiver à aller en cours. Je lui faisais quelques caresses avant de lui souhaiter une bonne journée. Puis un matin, je ne le vois pas. Déçu, je me dis qu'il est peut-être en train de dormir quelque part autour de la maison bien caché. 2e jour, toujours pas de petit chat. 3e jour, idem. J'ai fini par penser que ce chat errant avait été recueilli par quelqu'un dans le village. Ouais, je sais, je suis un peu naïf, mais je préférais me rassurer comme ça plutôt que de penser à quelque chose de plus triste, car j'étais déçue de ne plus croiser son chemin. Un soir, en rentrant de cours, j'ai aperçu par la porte de la grange entrouverte en passant à côté que le chat s'y trouvait et qu'il était mort. Je précise que je suis quelqu'un d'assez sensible, alors bien que ce chat ne m'appartenait pas, j'ai versé quelques petites larmes quand j'ai vu ça. Je le voyais là, mort, devant moi, sans aucune trace de sang ni rien pouvant laisser penser qu'il avait été écrasé ou pire, volontairement tué. Jusque-là, vous vous dites sûrement, tout comme moi à ce moment-là, qu'il a certainement dû mourir de faim ou quelque chose du genre. Mais attendez la suite. Le lendemain, j'ai fait face à un horrible spectacle qui reste encore à ce jour gravé dans ma mémoire. Le chat était toujours là, mais un énorme trou dans son petit crâne de la taille d'une balle de ping-pong était clairement visible. Son corps tout entier était devenu complètement plat. Il n'y avait plus de chair, sa peau était devenue dure comme de la pierre. Je ne saurais expliquer comment cela était possible, surtout en l'espace d'1 jour, mais c'était bel et bien le cas. Je me suis mis à pleurer et je suis vite partie en courant pour ne plus voir cette vision d'horreur. Le surlendemain, j'ai pu constater que le cadavre du petit minou n'était plus là. J'ai trouvé ça bizarre. Du coup, poussé par une intuition, j'en ai parlé à mon meilleur ami et nous avons décidé de rentrer une nouvelle fois, après tant d'années, dans cette satanée maison. On commence par fouiller le rez-de-chaussée. Rien. On décide donc de monter. On traverse la première pièce. Rien. Puis, nous nous dirigeons vers la porte de la 2e. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est passé l'événement qui nous a à tout jamais vaccinés contre l'urbex. Alors que le passage vers la porte a toujours été dégagé, cette fois-ci au sol, une planche en bois dépassait légèrement, comme s'il était tordu.
Je ne l'avais pas vu sur le moment, et donc j'ai posé le pied dessus. À ce moment-là, un effet levier s'est produit sur la planche, faisant expulser de la terre et éjectant le cadavre tout dur du petit chat. Comme si on avait tenté de faire un piège pour nous empêcher d'atteindre la deuxième pièce. Je me suis figée devant le tout petit cadavre. Les larmes me sont montées quand soudain le bruit d'une porte qui claque se fait entendre. Inutile de vous préciser que nous sommes sortis de là en 2-4-6. Cela m'a traumatisée. Et nous ne comprenons toujours pas à l'heure actuelle comment tout cela est possible. Qui était cette silhouette ? Pourquoi et comment est mort ce petit chat et surtout pourquoi l'avoir enterré de cette façon. Comme je l'ai dit plus tôt, je n'ai plus jamais tenté d'explorer cette maison, ni aucune autre d'ailleurs. Et pour ceux qui se demandent, les jours qui ont suivi, quand je devais passer devant cette maison, je regardais droit devant et me refusais de tourner la tête. Je mettais ma main sur le côté pour bloquer mon champ de vision. J'ai déménagé pour mes études. Je retourne là-bas que de temps en temps les week-ends pour retourner voir mes parents. Mon meilleur ami aussi est parti faire des études ailleurs, et c'est bizarre comme on n'a plus jamais eu envie d'en reparler. Quand on arrive à se voir, on parle de tout, de rien, de nos études, de nos amours et tout ça, mais plus jamais, une seule fois, nous avons reparlé de cet incident. Et je le reprécise, j'ai plus jamais fait d'urbex non plus.